Bienvenue pour ce 11e Mondo des Ligues d'Occitanie et d'Aquitaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Amoussou, qui a accepté la sollicitation de Michel. Alors, Bertrand, vous vous souvenez forcément de lui en équipe de France, champion de France des moins de 78, médaillé européen, vainqueur des Jeux méditerranéens, plusieurs fois médaillé en tournoi international. Bertrand s'est ensuite illustré en jiu-jitsu fighting, remportant des titres européens et mondiaux, puis en pied-point. Dans la première moitié des années 2000, c'est vers ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler le MMA qu'il se dirige, comme combattant, puis comme dirigeant, et maître d'œuvre de la légalisation de cette discipline en France, combat qui devait aboutir en février dernier. Nous savons tous ici quelles furent la posture et la teneur des propos de la présidence passée de la FFJDA, et si cela pourra être évoqué, c'est que cela fait partie de l'histoire de nos disciplines, et en aucun cas dans l'optique de mettre en cause des personnes, mais d'interroger des schémas, des arguments et peut-être peurs qui ont été mobilisés, affirmés. Avant de laisser la parole à Bertrand, une anecdote. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais lors d'un tournoi de Paris qui se tenait encore à Coubertin, je vais remettre sur tout le monde. Donc je ne sais pas s'il s'en souvient, mais lors d'un tournoi de Paris qui se tenait encore à Coubertin, Bertrand rencontrait un Coréen, si mes souvenirs sont exacts. Je ne sais plus ce qui avait motivé le public, mais toujours est-il que celui-ci s'était mis à huer le Coréen, et la clameur s'était faite de plus en plus forte jusqu'à remplir le stade lors d'un maté. On a deviné, car il était impossible de l'entendre, le hajime de l'arbitre. Bertrand n'a pas bougé, refusant de combattre, main sur les hanches, l'air réprobateur, appelant le public à se reprendre. Le silence a fini par se faire, et le public, penaud, prenant conscience d'être allé collectivement trop loin, s'est mis à applaudir Bertrand pour la leçon reçue. Cette scène est toujours restée gravée dans mon esprit. Alors, quelle que soit votre image du MMA, je voudrais que vous ayez tous en tête que, pour notre invité de ce soir, le respect de l'adversaire, du partenaire, ce n'est pas un 20 mots en fin de liste d'une affiche à placarder sur un mur de dojo, mais une réalité vécue, incarnée. Alors, Bertrand, toi qui le connais si bien, le judo français doit-il avoir peur du MMA ? Bonjour Yves, bonjour Michel qui m'a appelé pour m'inviter à ce Mondo, et bonjour à tous. Il y a des visages familiers, un paquet, et ça fait très très plaisir de voir tous ces visages familiers que je n'ai pas vus depuis un certain moment. Non Yves, j'avais oublié complètement cette anecdote, et du coup en la racontant, tu vois, ça a réveillé quelque chose. Et écoute, je crois que je n'ai pas trop changé finalement en fait. Je n'ai pas trop changé. J'ai fait une petite présentation pour le sujet d'aujourd'hui. J'ai 29 slides, j'ai qu'un quart d'heure pour présenter. C'est un sujet qui est très très vaste, qui est très très long. Et avant en fait de répondre à la question, et je pense qu'on va essayer de le faire tous ensemble, je pense que c'est ça l'intérêt de pouvoir discuter, échanger ensemble sur ce sujet. J'aimerais vous faire d'abord une présentation de ce qu'est le MMA. Je ne sais pas si tout le monde, enfin, vous savez ce qu'est le MMA, mais comment ça a évolué depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vais faire une petite présentation de savoir ce qui s'est passé dans le monde du MMA depuis sa création et ses origines jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse ensuite débattre sur le sujet qui est de savoir si le judo doit avoir peur du MMA, si ça vous va, bien sûr. Vous dites rien, donc ça veut dire que c'est consenti. Je sais que vous êtes mieux. Mais... Ok, donc je vais partager l'écran. Tout le monde voit bien? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, super. Super. Alors, excusez-moi. Ah, c'est ok, faut que j'appuie là-dessus. Alors, les origines du MMA, elles remontent. Certains vont dire qu'il y avait une sorte de MMA dans la Grèce antique, et ce qui est vrai avec le pancration dans les premiers Jeux olympiques de la Grèce antique. Mais il n'y a aucun lien direct, en ce qui me concerne, entre le MMA qui était pratiqué à la Grèce antique et le MMA qu'on fait aujourd'hui. Même si les techniques peuvent être similaires, et que l'idée de faire des sports des sports de combat mélangés est toujours présente. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est plutôt l'histoire du judo, enfin de la fin du jujitsu au Japon, du judo de Jigoro Kano, donc du jujitsu Kano,
du jiu-jitsu qui est devenu ensuite le jiu-jitsu, puisque vous allez le comprendre, un disciple de Kano qui s'appelle Mitsuyo Maeda est parti en Europe, aux États-Unis et au Brésil pour enseigner à un certain Carlos Gracie. On racontera toute cette histoire-là. Du jiu-jitsu, du jiu-jitsu, parce que le terme jiu-jitsu emprunté du brésilien, enfin c'est l'accent brésilien qui disait jiu-jitsu, qui dit jiu-jitsu, est devenu vale tudo, et le i qui est entre le u et le j finalement nomme une discipline. Donc le vale tudo, pour ceux qui parlent portugais, ça veut dire on peut tout faire, voilà, tout rentre, tout se fait. Et du vale tudo au free fight, le free fight c'est le terme qu'on utilisait, je veux dire en France, pour appeler le combat libre. Aux États-Unis, c'était plutôt NHB, no hold barred, ou d'autres terminologies. Et pour arriver ensuite au MMA, qui est un terme qui est utilisé depuis à peu près entre les années 2004 et les années 2008. Voilà, c'est un terme qui est assez récent finalement. Il y a un personnage qui est prépondérant dans cette démarche, c'est Elio Grassi. Elio Grassi est le fils de Gastão Grassi et le frère de Carlos Grassi. Et ces garçons-là ont appris en fait le jujitsu de Mitsuyo Maeda, qui était un disciple de Jigoro Kano, qui était du Kodokan, qui venait d'abord d'une école de jiu-jitsu qui s'appelle le Tenshin Shinryu. Je pense que vous êtes un paquet d'entre vous à savoir de quoi je parle. Mitsuyo Maeda est parti parcourir le monde pour, bien sûr, dispenser la bonne parole du judo de Jigoro Kano, mais également, pour vivre, a dû faire multiples combats. On parle de 2000 combats, je ne sais pas s'il y en avait autant, mais en tout cas, il a fait un paquet de combats qui sont également des combats professionnels, parce qu'il était payé pour pouvoir payer son loyer et autres pour combattre. Et il allait défier des lutteurs, des boxeurs, dans différents tournois, et pour également montrer l'efficacité du Jiu-Jitsu Kano ou du judo. Il finit par arriver au Brésil, où il rencontre un certain Gastão Grassi, un notable brésilien. Et c'était lors d'une démonstration. Alors, il y a plusieurs histoires là-dessus. Il y en a qui disent qu'il a aidé à monter une colonie japonaise au Brésil. D'autres disent qu'il était en démonstration et que Gastão Grassi allait le voir pour lui dire « Je suis intéressé par votre art et j'aimerais que vous enseigniez à mes enfants ». Quoi qu'il en soit, ils se sont rencontrés et il a commencé à entraîner un des fils de Gastão Grassi qui s'appelait Carlos Grassi, qui avait un frère beaucoup plus jeune, Elio Grassi, qui, par son gabarit frêle, ne pouvait pas malheureusement assister aux séances, mais participer aux séances, mais assister, regarder. Et l'histoire raconte que finalement, en regardant, il a appris pas mal de techniques. Et un jour où son frère n'était pas là pour dispenser un cours, il l'a remplacé. Et à partir de là, il a commencé à pratiquer. Étant donné son état physique, il s'est plutôt penché sur les techniques de travail au sol, de Newaza, et il a adapté ces techniques à son gabarit. Et comme la phrase le dit là sur le slide, always assume that your opponent is going to be bigger, stronger and faster than you, je vais le traduire après, so that you learn to rely on technique, timing and leverage rather than brute strength. Ça veut dire qu'il faut toujours assumer que votre adversaire sera plus grand, plus fort et plus rapide que vous, et que vous devez apprendre à utiliser la technique, le timing et les renversements plutôt que la force brute, parce que lui n'en avait pas manifestement, et donc il a plutôt opté pour cette philosophie, et c'est comme ça qu'il a développé son art du jiu-jitsu qu'on a appelé le Gracie Jiu-Jitsu derrière le jiu-jitsu brésilien. Okay. On va arriver dans une ère en fait avec Elio Grassi, qui a développé donc cette nouvelle forme de combat qu'on a appelé le Gracie Jiu-Jitsu, où il veut justement démontrer un petit peu à tout le monde que son art martial, que sa nouvelle discipline est efficace, et du coup il va commencer à faire des défis un petit peu à tout le monde au Brésil. Il arrive dans les salles de karaté, défie des karatékas, défie des boxeurs, défie des capoeiristes, un petit peu tout le monde. Et la plupart de ces combats sont des victoires expéditives. Et du coup, il commence à se faire un nom. Ça devient une star au Brésil. Et on rentre dans une ère où, j'ai appelé ça 100 ans de combat. On rentre dans une ère où finalement, bien en avant du MMA, tout
le monde essaie enfin, c'est une ère de combat. Ça veut dire que je veux éprouver mon art martial pour savoir s'il était vraiment efficace. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Il y a des compétitions, mais à l'époque, c'était je vais dans une salle où comme le faisait d'ailleurs Helio Gracie, c'est par genou interposé. Ceux qui veulent se faire casser un bras ou une jambe, ben, voilà mon numéro, vous êtes la bienvenue. Et c'est comme ça que ça se faisait. Donc, je vais aller un petit peu rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Le combat le plus fameux de ce dernier siècle est celui qui a opposé Antonio Inoki. C'est pour ça que j'ai pris cette image. Antonio Inoki et Mohamed Ali. Alors, dans l'histoire de Mohamed, vous connaissez bien sûr tous Mohamed Ali. Dans l'histoire de Mohamed Ali, cette confrontation ne fait seulement une seule ligne, mais par contre, c'est le chapitre entier en ce qui concerne Inoki, parce que bien sûr, rencontrer une légende comme Mohamed Ali dans un combat avec des règles qui étaient bien sûr assez loin de ce qui se fait en MMA, mais qui n'étaient en tout cas pas du tout de la boxe, même si ça s'est fait dans un ring de boxe. C'était en 1976, Mohamed Ali partait sur l'Australie, il me semble, il s'arrête au Japon et il fait une conférence de presse à la Mohamed Ali en disant je suis sûr que chez vous, il n'y a pas un gaillard qui est capable de m'affronter. Et puis il y avait dans cette salle Antonio Inoki qui se lève et si moi, je viens t'affronter. Et ça s'est charrié un petit peu comme ça. Ali a essayé de fuir parce qu'il a lancé comme ça sans être vraiment sérieux, sauf que Inoki l'a pris très au sérieux. Et Ali ne répondant pas, Inoki a commencé à dire que Mohamed Ali avait peur de lui, et ainsi de suite. Je la fais courte. Le combat se fait. Ali revient plein de fois sur les règles. Il voulait bien sûr pas faire un combat de boxe, ça doit être un petit peu ouvert. Et Inoki était prêt à accepter toutes les règles. Et ce combat est d'ailleurs visible sur YouTube. Je l'ai, à l'époque du magazine Fight Sport, je l'ai commenté. Je pense que je l'ai regardé, bien sûr. Il fait 15 rounds, je crois que c'est le combat le plus ennuyeux du siècle. Mais en tout cas, il met en exergue quelque chose, c'est que très tôt, on se rend compte que si on fait de la boxe, si on fait un sport de contact et que c'est en plus que de la boxe, on n'utilise pas les pieds, face à quelqu'un qui va faire de la lutte ou qui va commencer à envoyer des coups dans les jambes, ça devient très très compliqué. En 15 rounds, Mohamed Ali a envoyé en tout et pour tout, je ne dis pas touché, envoyé et tout et pour tout, 3 coups. Antonio Inoki n'a fait que voilà, il a fait des sauts comme ça, il a envoyé des coups de pied vers le bas. Enfin voilà, ça a été un combat horrible. Le combat a été déclaré match nul, mais Ali a passé une semaine à l'hôpital avec la jambe complètement enflée parce qu'il a pris 15 rounds, il a pris des low kicks pendant 15 rounds. Voilà, et j'ai rencontré Antonio Inoki qui, lui, se dit le père du MMA parce que c'était le premier, en tout cas le plus connu, à avoir disputé un combat multistyle. Il y a également certains judokas qui sont essayés à cette époque. Je pense que certains, en tout cas les générations anciennes, se rappellent de William Brusca, qui a fait pas mal de combats également multistyles, qui a fait du catch au Japon, qui est parti également combattre au Brésil, a rencontré un boxeur ou un catcheur, je ne sais plus, ou un capoeiriste. Voilà, William Brusca a également beaucoup de combats multistyles où il venait défendre les couleurs du judo face à d'autres adversaires. Et il a d'ailleurs fait des combats où il a même enlevé sa veste de kimono pour combattre. On va arriver très rapidement vers les années, la fin du XXe siècle, vers les années 1980, où les enfants, en fait, les enfants de Helio a une très très grande famille, il a beaucoup de fils, et il a bien sûr appris, enseigné ces techniques à ses enfants. Je parle de Rickson Gracie, je parle de Royce Gracie, je parle de Royler Gracie, je parle de Rorion Gracie. Et ces enfants ont suivi le pas de leur père en également défiant, pour montrer l'efficacité de leur discipline, le Gracie Jiu-Jitsu, en défiant d'autres entraîneurs, d'autres combattants, d'autres disciplines, et bien sûr en les gagnant, parce que sinon on ne serait pas là à raconter l'histoire de cette famille, en gagnant tous ces combats, en les amenant au sol, en les étranglant, en faisant des clés bras. On pensait à l'époque que le combattant le plus efficace était celui qui savait boxer, et avec cette famille Gracie qui amène une nouvelle façon de combattre au sol, montre que en fait, en tout cas, la discipline la plus efficace, c'est le Gracie Jiu-Jitsu. Et en créant l'UFC, Rorion Gracie s'est associé avec un monsieur que vous voyez là sur la photo à droite, qui s'appelle Art Davy, qui est un promoteur de kickboxing. Ils ont voulu tout simplement démontrer que le Gracie Jiu-Jitsu et le Jiu-Jitsu brésilien étaient le sport de combat le plus efficace. Pour ça, il lui fallait une scène à dimension internationale.
inviter des combattants et des champions d'autres disciplines et montrer, inviter bien sûr un de leurs représentants de leur famille et sur un tournoi et s'assurer la victoire. Dorian Gracie n'a pas voulu mettre le représentant de la famille le plus fort, qui était Rickson Gracie. Pour être encore plus, pour être encore plus au fait et, euh, et plus parlant dans sa victoire et dans la démonstration, il a demandé à son petit frère Royce de, de défendre les couleurs de la famille Gracie et de leur discipline. Et comme vous le savez, Royce Gracie a gagné l'UFC 1, 2 et 4 en battant des combattants qui étaient pratiquement de 2 fois leur poids, mais forcément, c'était que des gens qui venaient du pied-point. Aujourd'hui, c'est une évidence de raconter cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, bien sûr, vous la découvrez. Mais pour ceux qui ont suivi l'évolution du MMA et de l'UFC, ce que le sol a amené dans le milieu des arts martiaux est quelque chose de phénoménal et l'héritage de la famille Gracie est aujourd'hui reconnu partout dans le monde et les combats de l'UFC continuent à perpétuer cet héritage. Ce qui s'est passé après les premiers UFC, bien sûr, c'est que, et c'était la volonté des Gracie, c'est que les combats n'aient pas de limite de temps, pas de règles, parce qu'ils avaient besoin de prendre le temps d'amener, de travailler avec les adversaires, de les amener au sol et de les épuiser pour pouvoir finaliser. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas rentrer dans un espèce de fonctionnement où ils allaient mettre des règles. Et c'était également le but de dire, comme le film, j'ai oublié d'ailleurs comment s'appelle ce film, Deux hommes rentrent, un homme sort. Voilà, je rentre dans un espace qui est fermé, et cette cage d'ailleurs, qu'on appelle octogone, a été scénarisée par John Milius, qui est d'ailleurs le réalisateur du film Conan le Barbare, qui s'est associé avec Rorion et Art Davey. Voilà, il y avait cette cage pour scénariser l'ère de combat, et deux hommes rentrent, un homme sort. Forcément, c'était télévisé, sans règles, sans gants, sans protection, sans limite de temps, c'était archi brutal, c'était violent, c'était sanguinaire, et forcément, ça ne passait pas très très bien à la télé. Alors, il y a toujours des gens qui étaient là pour apprécier le spectacle, mais au niveau du grand public, au niveau des autorités, ça ne faisait vraiment pas l'unanimité, et ça a été interdit dans pratiquement tous les États aux États-Unis. Il n'y a que deux États qui acceptaient la diffusion des combats de l'UFC, tous les autres les interdisaient. Au fur et à mesure, pour pouvoir continuer à exister et à faire marcher le business du combat, ils ont dû s'adapter et trouver des aménagements par rapport aux règles. Donc, ils ont commencé à mettre des limites de temps. Donc, au départ, il n'y avait pas de limite de temps, bien sûr. Ils ont commencé à dire on va faire des combats qui durent 30 minutes, parce que on sait qu'on commence le combat et des fois, on ne sait pas quand ça termine. Donc, pour quelque chose qui est télévisé, ce n'était pas possible. Ensuite, ils ont commencé à rajouter des catégories de poids. Ça, c'était 2 ans après, on a commencé à voir les premières catégories de poids, avec notamment les moins de 80 kilos. Et ensuite, les règles se sont faites au fur et à mesure. En regardant les combats, par exemple, je vous prends un exemple, c'était le combat de Tankabot contre Paul Varlan. Il y a Tankabot qui essaie de prendre l'Américain, l'autre Américain, et de le sortir, de prendre en forme de Kataguruma et de le jeter par-dessus la cage, par exemple. Et en revisionnant, les mecs ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas prendre un mec et le jeter par-dessus la cage. Donc, en mettant dans le règlement interdiction de jeter le mec au-dessus de la cage. Il y avait un combat où je ne sais plus quel combattant envoyait des coups de poing dans la coquille de son adversaire, interdiction de taper dans les parties. Voilà. Les règles se sont faites comme ça au fur et à mesure, en regardant ce qu'ils faisaient, parce que c'était quelque chose de complètement nouveau, et en disant ça c'est faisable, ça par contre c'est pas faisable. Et on a avancé comme ça un petit peu dans les années avec les règles qui se sont rajoutées jusqu'à 2001. On arrive à une période où le président de la société qui s'appelle SEG, qui diffusait justement qui était propriétaire de l'UFC, en avait marre de se battre d'aller toujours au tribunal avant les événements. Il perdait beaucoup d'argent et a proposé de vendre l'UFC. Et c'est la compagnie Zuffa et les frères Fertitta que vous voyez ici sur la photo, avec Dana White qui est au milieu. Et d'ailleurs, c'est Dana White qui a eu le vent de la vente de cette organisation, et qui a proposé à ses copains milliardaires, qui sont des patrons de casino à Las Vegas, de récupérer cette entreprise. Et ils l'ont racheté pour 2 petits millions d'euros. Voilà, il faut savoir qu'elle a été vendue en 2016 4 milliards, cette société.
Donc l'UFC existe toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien, je pense que vous connaissez tous le nom UFC, et c'est là que s'expriment les plus grands champions de MMA. Ce petit slide pour vous expliquer un petit peu les règles qui ont été mises en place par l'UFC, qui ont vraiment travaillé sur le développement non plus d'un sport qui reste bien sûr toujours un spectacle, mais quelque chose qui puisse être accepté et regardé par tout le monde. Donc ils ont commencé bien sûr à mettre des rounds. Lorenzo Fertitta travaillait d'ailleurs pour la commission athlétique de boxe du Nevada, donc il était très au fait avec tout ce qui est réglementation. Donc ils ont commencé à mettre des rounds, ça veut dire que dans chaque combat de l'UFC, et d'ailleurs les règles qui ont été établies en 2001 sont des règles qui sont toujours en vigueur aujourd'hui, à quelques détails près. Donc 3 fois 5 minutes pour les combats et 5 fois 5 minutes pour les matchs pour les ceintures, d'accord, pour les matchs de championnat. 3 juges qui jugent le combat et un arbitre qui veille au bon déroulement du combat. Mais ce sont les juges, contrairement au judo, c'est l'arbitre qui donne le score. Ce sont les juges qui vont noter le combat. Les juges sont tout au bord de l'octogone et c'est l'arbitre qui est au centre du combat qui, lui, ne juge pas le combat. Il est juste là pour faire en sorte que le combat se passe bien et pour arrêter, appeler l'arbitre et ainsi de suite ou donner quelques fautes. Également un système médical qui est très très poussé. Il y a vous le verrez sur les prochains slides et notamment sur le MMA amateur, des tests qui sont demandés des tests médicaux qui sont demandés à chaque athlète avant chaque événement et qui sont checkés donc bien sûr avant les combats et à la fin de chaque combat. Il y a une liste de 26 coups interdits qui sont dans la réglementation et à la fin des combats, il y a également des sanctions. Pendant le combat, il y a des sanctions qui peuvent être données en fonction des erreurs qui ont été faites sur le combat. Et à la fin des combats, à la fin de chaque événement, il y a une revue de chaque combat et de comment c'est déroulé. Et après le retour du médecin, il y a des interdictions de suspension de combat qui peuvent aller jusqu'à 2 mois après avoir pris un KO. Ça, c'est hyper important parce que le MMA est un sport et là, c'est quelque chose à laquelle il faudra veiller pour la fédération qui s'occupe. Aujourd'hui, c'est la boxe. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, la fédération qui va être en charge de la discipline, de faire en sorte qu'il y ait, et ça, c'est le point sur lequel on essaie de veiller le plus, c'est de faire en sorte qu'il y ait des échanges d'informations entre les différentes disciplines de combat. Je ne peux pas combattre ce samedi en MMA, prendre un KO et partir la semaine d'après en boxe taille. Le combattant de MMA est capable de combattre en MMA, en jiu-jitsu, en lutte, en boxe taille. C'est sa spécificité et il ne faut pas qu'il puisse le faire et dans des conditions où il n'est pas apte à combattre. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller à… Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, parce que c'est un point qui est très important. Donc je peux aller jusqu'à 2 mois de suspension après avoir pris un KO. Et bien sûr, ensuite, ce sont les arrêts pour blessure aussi, qui sont donnés en fonction de la gravité de la blessure. Il y a également, dans les règles de compétition, des gants. Donc, à l'époque, quand ça a commencé, il n'y avait pas de gants du tout. Aujourd'hui, on a des gants qu'on appelle en France des mitaines. En anglais, c'est MMA gloves, des gants de MMA, qui sont de 4 onces. Les onces, ce sont les épaisseurs. Alors, c'est moins épais, bien sûr, que les gants de boxe. Les pros combattent avec du 8, du 10, et on s'entraîne avec du 12, du 14, du 16, du 18 même. Donc voilà. Il y a également un short pour le combat, on est torse nu. Je parle du MMA professionnel et on est obligé de combattre avec une coquille. Ça, c'est pour les professionnels. Pour les amateurs, on a bien sûr les gants qui sont entre 6 et 8 onces. On a un short pour combattre. On a également un rash guard, c'est un t-shirt de compression pour combattre, qui va être de 2 couleurs, soit bleu, soit rouge. Et on a également bien sûr les protège-dents et les coquilles. Et tout ça, c'est vérifié par des officiels avant de rentrer dans la surface de combat. Donc, il y en a qui disent la cage. J'aime pas trop le terme cage, mais c'est le terme qu'on a toujours utilisé avant qu'il y ait justement tout ce débat sur le MMA et la dangerosité de la cage et des frappes au sol. Mais on dit octogone et à la Fédération internationale, on dit MMA ring ou safety fence, qui est plutôt un terme qui va
va mettre en exergue le fait que l'aire de combat du MMA est une surface de sécurité dans laquelle on ne peut pas être projeté lorsqu'il y a une projection qui est faite un petit peu trop près du bord de la surface. Il y a également des spécifications précises sur les bandages qu'on va mettre en dessous des gants. D'accord, ça c'est fait réaliser par des officiels qui vont vous mettre des tapes, des bandages pour protéger la main. Les os de la main sont très très fragiles et ils vont aller frapper justement sur la partie osseuse la plus dure du corps humain qui est le crâne. Et il y a souvent des fractures de main lorsqu'il y avait les premiers combats à l'UFC. Donc aujourd'hui, tous les combattants sont obligés d'être attachés aux mains, comme le sont les boxeurs d'ailleurs, avant de mettre les combats, de mettre les gants. Et ces protections sont faites donc par les officiels et validées par un autre officiel qui va mettre sa signature pour être bien sûr que ça a été fait correctement et que ça n'a pas été fait ou qu'on n'a pas introduit n'importe quel objet à l'intérieur. C'est très très réglementé. Il y a également des règles qui définissent la zone de combat en ce qui concerne sa forme. Donc la zone de combat doit être ou ronde, ou hexagonale, ou octogonale sur sa dimension. Elle doit être entre 6 x 6 mètres, entre 6 x 6 mètres et 9 x 9 mètres, ni en dessous ni au-dessus. Et également sur la surface qui doit être épaisse d'au moins 4 mm avec un rembourrage qui doit être bien précis. Et tout ça, c'est sujet à homologation par les instances fédérales, soit c'est aux États-Unis les commissions athlétiques, ou dans les autres pays, les fédérations qui mettent bien sûr des officiels responsables de ces sujets-là. Voilà. Donc, vous voyez, une zone de combat neutre permettant de mettre en... Là, ce slide, c'est pour expliquer en fait le débat qu'il y a eu tout le temps sur la zone de combat du MMA. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous faites pas ça sur un ring de boxe, ou pourquoi vous faites pas ça sur un tatami, tout simplement. Déjà, chaque discipline a sa spécificité. Ça permet déjà d'identifier une discipline, mais surtout, le MMA est un sport de contact. J'aime bien l'appeler comme ça, un sport de contact avec préhension. Les sports de préhension sont bien sûr le judo, la lutte, les plus connus. Et les sports de contact, ce que j'appelle sports de contact, c'est les sports de pied-point. Donc il y a la boxe anglaise, il y a le karaté, il y a la boxe thaï, il y a tous les sports où on vient envoyer des coups. Et lorsqu'on vient frapper et saisir, surtout la saisie, imaginez, vous êtes sur un ring et vous commencez à faire en bord de ring un Haraigoshi ou un Ogoshi ou un Ippon Shonage, c'est possible, on l'a vu, et vous serez projeté hors de ce ring. Et les surfaces de combat en compétition sont toujours surélevées d'au moins 1 mètre. Donc c'est arrivé que c'est arrivé plein de fois, d'ailleurs à un de mes élèves, c'est arrivé de traverser les cordes du ring et de se retrouver sur les tables des officiels, et si ça se passe mal, il peut y avoir des blessures très graves. Donc aujourd'hui, l'octogone est la surface la plus safe, la plus sécurisée pour la pratique du MMA. Il y a certains organisateurs qui ont essayé de travailler avec des plexiglas, donc arrondis également, mais plexiglas. Le plexiglas est beaucoup trop dur et les combattants se sont plaints et ils n'ont jamais retenté cette expérience. C'était beaucoup plus facile d'ailleurs pour le fait que ce soit télévisé, le fait pour les caméras pouvoir filmer. Aujourd'hui, les compétitions de MMA, de l'UFC, en tout cas tous les promoteurs de MMA, utilisent les caméramans qui sont sur un tabouret et doivent filmer au-dessus de l'octogone, parce qu'à travers le grillage, ça ne marche pas très très bien. Donc vous voyez, ça devient, si ça a été maintenu aujourd'hui, bien sûr qu'il y a cette dimension de spectacle, il ne faut pas le nier, mais la dimension aujourd'hui sécurité est vraiment celle qui est la plus importante. Pour terminer, je vais vous parler de la fédération internationale. La fédération internationale, avant de dire ça, le MMA a commencé, comme vous venez de le voir, par la compétition. D'accord ? Tous les gens de ma génération, moi j'ai commencé, mon premier combat de MMA, c'était en 95. Il n'y avait pas encore Internet. On venait avec ce qu'on avait et on rentrait à l'époque, d'ailleurs, moi je combattais dans un ring. Et puis on faisait ce qu'on pouvait face à quelqu'un qui n'avait pas le même poids forcément, parce que c'était toute catégorie. Et chacun faisait comme il pouvait. Aujourd'hui, c'est très, très réglementé. Aujourd'hui, c'est répandu partout dans le monde. Et on assiste à une discipline qui est partie d'un sport qui était fait pour la compétition à une discipline que
beaucoup de jeunes, beaucoup de gens veulent pratiquer sans forcément faire de la compétition. Et donc, lorsqu'on arrive sur un phénomène comme ça, c'est un petit peu la pyramide à l'envers. Eh bien, il faut pouvoir prendre en charge toute cette population et tous ces gens. Euh, la Fédération internationale a pris le pas par rapport à ce défi-là. Elle a été créée en 2012. J'ai été appelé très très rapidement, d'ailleurs, on était 5 au départ. Elle a été créée par un Suédois qui s'appelle August Wallen, qui m'a contacté voilà, 1 ou 2 mois après la création de la Fédération internationale. On a commencé à travailler, à mettre des règles en place, à contacter des pays pour rentrer au sein de cette Fédération internationale, essayer de les aider à se développer, à mettre en place des systèmes pour qu'on puisse interpréter le MMA non plus comme un sport de combat, mais comme un sport de compétition, mais également comme un sport tout simplement. Et bien sûr, développer également la partie de compétition amateur pour des garçons et des filles qui éventuellement devront en faire une profession parce que le MMA est également un sport professionnel. Voici un petit peu l'organigramme de la fédération. Vous allez voir quelques visages connus. Tout en haut, c'est Keres Brown. Pour ceux qui se rappellent, Keres Brown était président de la fédération anglaise de judo. Mais bien avant ça, c'était un champion. Il a été médaillé olympique à Séoul. Il combattait dans les 65 kilos, il me semble, Keres. Il avait d'ailleurs combattu Thierry Ray. Enfin, il a combattu plein de Français. Il y en a certains peut-être ici qui l'ont rencontré lors de tournois. Ensuite, il y a August Wallen que vous voyez en dessous, qui est le fondateur et qui est aujourd'hui le président d'honneur de la Fédération internationale. Ça a été d'ailleurs le premier président. J'ai été son successeur. J'ai été président de la Fédération internationale de 2013 à 2015. Et vous voyez en dessous, vous verrez mon nom, je suis membre du board. Alors, il y a Denitsa, celle qui est tout à gauche, elle représente l'UFC, c'est notre principal sponsor. Wissam Abinader, qui est le responsable de l'Asie pour l'IMAF. Moi, je suis responsable de l'Europe. Raymond Philippe, il est responsable de l'Afrique. Stuart Brent, c'est également un Olympien judoka. Il y en a peut-être certains qui l'ont également rencontré à l'époque. Stuart est un 6e ou 7e dan de judo australien qui a fait 3 ou 4 Jeux olympiques. Tom Madsen est un Danois, mais qui était l'ancien président de la fédération allemande. Frank Babcock est l'Américain qui est le président de la fédération américaine de MMA. Et le dernier, c'est Khalid Al-Hayat, qui est le président de la fédération de Bahreïn. Dans le board de l'IMAF, on met toujours le président de la fédération qui accueille le dernier championnat du monde. Les 3 derniers championnats du monde qu'on a eu amateurs se sont déroulés à Bahreïn, donc c'est pour ça que Khalid Al-Hayat est membre du board. Il va sortir parce que les prochains championnats du monde se feront au Kazakhstan. Voilà un petit peu l'organisation de la Fédé. Il y a également un autre personnage que vous connaissez qui s'appelle Denzine White, également anglais. Il a été également président de la Fédération anglaise de judo, qui est le CEO de l'IMAF. D'ailleurs, c'est moi qui l'avais recruté à l'époque. Et Denzine fait vraiment un super travail. Voici un petit peu comment nous fonctionnons à la Fédération internationale au niveau des jeunes. On a prévu un championnat pour les jeunes. On est le seul sport de combat à avoir mis comme règle pour les moins de 18 ans qu'il n'y ait aucune frappe à la tête. En boxe anglaise, en kickboxing, en muay thai, en tout ce que vous pouvez imaginer, chez les compétitions de jeunes, ils vont sûrement mettre un casque, mais ils font des frappes à la tête. Nous, on a décidé qu'on ne mettrait pas de casque et qu'on ne mettrait aucun coup à la tête. Donc, les compétitions se passent avec des coups qui sont portés au corps, comme on le fait au karaté. Aucun coup à la tête. Ensuite, on vient saisir comme on lutte et puis on fait du newaza. Bien sûr, il n'y a pas de coup à la tête debout, mais également pas de coup à la tête au sol. Donc, le ground and pound, qui est un petit peu le sujet sensible du MMA, se fait également pour les moins de 18 ans au niveau du corps. Donc, on a eu un premier championnat du monde avant Covid. C'était en 2019, 2020-2019, ouais, qui s'est très très bien passé. On avait près de 150, 180 jeunes. Ça a été extraordinaire. Et voilà, on est pressé de pouvoir relancer ces compétitions, qui est vraiment une rencontre extraordinaire pour ces jeunes qui viennent s'exprimer et défendre les couleurs de leur pays. Voilà, ça, c'était l'affiche de notre premier championnat du monde. Ouais, 2019, tout à fait. Voilà, sur ce slide, j'explique un petit peu les règles, bien sûr, qui sont adaptées. Le temps, bien sûr, est réduit. Je parlais de 3 x 5 chez les professionnels. En amateur, c'est 3 x 3 minutes. Il n'y a pas de temps augmenté pour les finales, comme en pro.
c'est 3 fois 3 minutes, que ce soit le premier tour ou que ce soit la finale. Et pour les jeunes, ce sont des rounds de 2 minutes pour les 12 ans, 3 minutes. Voilà. Le temps change et est adapté forcément à l'âge et à la catégorie de ces jeunes. Voici un petit peu les compétitions qu'on a organisées en 2019. On a un championnat d'Océanie, on a un championnat d'Asie, on a un championnat panaméricain, on a un championnat d'Afrique, on a bien sûr un championnat d'Europe, junior et senior. On a un championnat du monde, bien entendu. Et voilà, on est pressé de pouvoir repartir peut-être cette année en fonction de cette pandémie pour pouvoir relancer un petit peu tous ces événements, comme c'est le cas d'ailleurs pour le judo qui lui, contrairement à nous, peut travailler. Voilà, nous, on est pressé de pouvoir repartir en juin avec le championnat du monde qui doit se tenir au Kazakhstan. Je vous parlais tout à l'heure des autorisations médicales. On fait un travail très très poussé à ce sujet-là. On est conscient qu'on fait un sport qui est scruté, qui est regardé, et on ne lésine pas sur les moyens qu'on met pour la sécurité et le contrôle de nos athlètes qui doivent présenter un certificat médical complet. On a une agence qui s'appelle CFMA qui s'occupe de ça et qui récupère toutes les informations et qui donne l'autorisation ou pas à un athlète de combattre. CFMA donne également les sanctions. Les sanctions, c'est un petit peu difficile comme mot, mais les interdictions de combat après les défaites qui peuvent intervenir sur un KO, un TKO. TKO, c'est KO technique. Un exemple de KO technique, vous êtes pris au sol, quelqu'un envoie les coups, vous vous protégez, vous n'êtes pas du tout touché, vous montrez que vous ne répliquez pas dans le combat, l'arbitre va arrêter le combat parce qu'il va déterminer une supériorité technique. Et donc on appelle ça KO technique. Voilà, ce n'est pas un vrai KO, mais vous montrez que vous n'êtes pas en mesure de répliquer et donc le combat sera arrêté. Donc il est arrêté beaucoup plus rapidement, bien sûr, chez les amateurs qu'il ne peut l'être chez les professionnels. Voilà les exigences également qu'on a lors des compétitions de l'IMAF par ring. Il faut savoir que sur le dernier championnat du monde, par exemple, on avait 4 rings de MMA, 4 octogones. Il y a deux docteurs plus un suppléant par octogone. On a 2 secouristes par octogone. Une ambulance entièrement équipée. On demande à l'organisateur de se tenir à une certaine distance d'un hôpital. Il ne peut pas organiser n'importe où, donc l'endroit où il doit être organisé la compétition doit être en fonction d'un centre chirurgical, par exemple, qui ne soit pas trop loin, qu'on puisse, si jamais il y a un problème, qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les examens médicaux sont vraiment scrutés très, enfin, c'est vraiment on passe beaucoup de temps et on met beaucoup d'argent sur ça parce qu'on est conscient que le travail qu'on fait, c'est de pouvoir être un jour au programme olympique et la moindre erreur de notre part voilà, nous empêchera d'arriver à cet objectif. Donc, tous les moyens sont mis pour la sécurité de nos athlètes. On a également, bien sûr, le travail sur tout ce qui est dopage. On travaille avec l'Agence mondiale antidopage, WADA, World Anti-Doping Association. Pour tout vous dire, on est d'ailleurs en procès avec WADA. Depuis 2015, on teste nos athlètes. On est sur une requête de rentrer à l'ACFIS, GAISEF, pour rentrer dans la famille des fédérations internationales. Pour l'instant, l'accès nous est refusé parce que les fédérations de sport qui nous ressemblent, je vais les appeler comme ça, judo, lutte, boxe thaï, jiu-jitsu, les fédérations qui sont déjà dans la place, nous refusent l'accès et sont conseillées pour savoir si une autre discipline de combat peut rentrer et on nous refuse l'accès. Et WADA a pris conseil auprès de ces fédérations pour savoir si on pouvait souscrire au WADA Code, au code de l'Agence mondiale antidopage. Et ils ont rejeté notre application qui était pourtant parfaite. Et donc on les a attaqués en justice et on est en train de gagner ce procès. On aura un retour d'ici. Ça a été reporté. Ça devait être en début janvier. Je pense qu'on est reporté au mois de mars. Donc on est en train de s'arranger avec WADA qui comprend très bien qu'ils doivent être indépendants sur la décision à prendre pour nous accepter. Et l'acceptation à WADA
va déterminer notre acceptation également à GAICF. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet important pour nous. Voilà, pour vous dire que tous les sujets sont pris en compte et que comme n'importe quelle autre, d'ailleurs tout ce que je dis, comme n'importe quelle autre fédération, on essaie de remplir toutes les cases pour être norme. Donc vous avez compris, hein, tout ce qu'on est en train de faire, c'est répondre aux valeurs qui sont celles des sports de combat et des arts martiaux. Nous tous, j'ai montré l'organigramme tout à l'heure, nous tous venons des arts martiaux. Notre éducation, c'est les arts martiaux. Même si aujourd'hui, on fait une discipline qui s'appelle le MMA, qui est un petit peu différente et qui est nouvelle surtout, notre ADN, c'est l'ADN des arts martiaux. Donc, on ne peut pas être différemment. Ce n'est pas parce qu'on fait un sport qui utilise toutes les recettes, toutes les ficelles et tous les coups qu'on puisse utiliser dans tous les arts martiaux en même temps, avec bien sûr une réglementation bien précise. C'est pas ça qui nous disqualifie d'être un sport de combat et d'être appelé un sport. Et on s'attache à ce que ces valeurs soient préservées. Et d'ailleurs, dans les formations qui sont données auprès des différentes fédérations nationales qui sont faites par la commission technique dont je fais partie d'ailleurs de l'IMAF, on veille à ça. Les formations de coach qu'on donne, on veille à ce que ce message passe. On doit avoir un code éthique, un code moral. On ne rentre pas dans une salle de MMA comme on rentre dans un terrain de foot. Voilà, notre éducation nous l'interdit. Donc, on est en train de mettre des codes en place qui sont dupliqués, qui sont répétés pour qu'il y ait une homogénéisation dans le comportement que doivent avoir les élèves de demain, parce que les élèves d'aujourd'hui sont les champions de demain. Et c'est eux qui derrière vont prêcher la bonne parole et qui feront en sorte que l'image du MMA de demain ne sera pas l'image du MMA d'hier. Enfin, je dis MMA, ça ne s'appelait pas MMA, mais des premiers UFC qui étaient à mon sens un mal nécessaire parce qu'on n'en serait pas aujourd'hui, mais un mal quand même parce que c'était horrible à voir. Voilà. Pour ce travail-là, là je suis un petit peu fier de vous montrer ce slide. On a travaillé j'ai travaillé sur la mise en place d'un système de grades. Et ça, c'était fait parce que, et je vais terminer là-dessus, ça a été fait parce que il était important pour moi de démontrer sur mes démarches que je faisais au niveau du ministère que, encore une fois, le MMA n'était pas juste un sport où deux hommes ou deux femmes rentraient dans une surface de combat pour se battre, mais également un sport qui pouvait être pratiqué avec des techniques différentes, évolutives, et avec un système qui pouvait, comme en judo, comme en karaté, comme dans n'importe quel autre sport de combat que vous connaissez qui a des grades, qui peut être évolutif et avec des adhérents, des élèves, des athlètes, vous les appelez comme vous voulez, qui viennent pratiquer sans forcément avoir l'envie de faire de la compétition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 95 à 98% des pratiquants de MMA ne font pas de compétition, ne voudront jamais faire de compétition. La compétition est réservée à une élite parce que le pourcentage, le ratio qu'on a de combattants n'est pas le même dans un sport comme le judo que dans la boxe. Ouais, le judo, c'est un sport de préhension, on projette, on tombe sur le dos, on se lève, ça fait pas mal, on s'est chuté. Prendre un coup, c'est quelque chose de différent. Donc les gens vont moins facilement combattre sur un sport de percussion que sur un sport de préhension. Voilà. Le MMA est un sport de percussion, même s'il fait également de la préhension, mais il y a avant tout un sport de percussion, vu comme un sport de percussion. Et en ce sens-là, il est difficile pour tout le monde d'appréhender ça et de vouloir rentrer dans un octogone pour combattre. Donc c'est pour ça qu'il a fallu mettre en place un système éducatif, et c'est ce travail-là qu'on a fait pour que n'importe qui puisse rentrer dans une salle dans un dojo, dans une salle de sport pour pouvoir pratiquer le MMA comme on pratique le judo, le karaté ou une autre discipline de combat. Donc voilà, on a réinventé le code couleur que vous connaissez, jaune, orange, vert, bleu, violet, marron et noir derrière, avec des techniques qui vont être utilisées, qui sont d'ailleurs, on a développé une application qui s'appelle IMAF, dans laquelle on retrouve toutes ces techniques-là, avec bien sûr toutes les couleurs et les différentes techniques qui vont être apprises par les élèves et sur lesquelles ils vont être interrogés pour passer les différents grades. Voilà, j'avance rapidement. Voilà, donc pour arriver sur l'avant-dernier slide, on est en train de bâtir la nouvelle génération de MMA. Vous voyez, à droite, c'est le club de Thouars de Yann Leroux.
c'est un club de judo au départ. Il a développé une section MMA et aujourd'hui, il ne sait plus où mettre ses enfants. À gauche, c'est un stage que j'avais donné en Chine avec, encore une fois, que des enfants. Et au-dessus, c'était au Racing Club de France, que vous connaissez tous, avec une section MMA qui s'élevait à presque 200 membres. Voilà, aujourd'hui, le MMA, c'est ça. Il peut être pratiqué par n'importe qui et dans les meilleures conditions de sécurité. Donc, pour ouvrir le débat sur la question qui a amené justement ce débat, voilà, le combat, le MMA peut être pratiqué par tous et par toutes. Voilà, je vous remercie.